L'essentiel de la conception passive se concentre sur la chaleur. Comment on la capte, comment on la garde, on l'accumule, on s'en protège et on l'évacue. Et on répond à toutes ces questions essentiellement en s'appuyant sur les propriétés des matériaux de construction. Il apparaît donc nécessaire de bien comprendre ce qu'est la chaleur et comment elle interagit avec les matériaux que nous allons utiliser. Pour commencer, il faut nous replonger dans nos cours du collège ou du lycée pour descendre vers l'infiniment petit, les atomes ou les molécules. Alors, je ne suis pas physicien, donc pardonnez les quelques raccourcis que je risque de faire. Ils n'ont pour but que d'imager le comportement physique de la matière. Le chaud et le froid n'existent pas en tant que tels. Ce sont juste des termes relatifs. Seul existe une agitation moléculaire qu'on appelle la chaleur. Souvenez-vous, la matière est constituée d'atomes plus ou moins lourds, c'est le numéro atomique du fameux tableau de Mendeleïev, qui représente le nombre de neutrons et de protons d'un atome. Particules qui composent le noyau, et ainsi l'essentiel de la masse de l'atome. Et le tout complété des électrons, de masse beaucoup plus faible, et qui gravitent très loin autour du noyau. Si un atome était représenté par une épingle au centre d'un terrain de football, les électrons graviteraient dans les tribunes. C'est-à-dire que la matière est constituée essentiellement de vide. Ces atomes se lient entre eux et constituent des molécules qui sont soit très solidement liées entre elles, c'est un solide, soit mollement liées entre elles, c'est un liquide, soit plutôt indépendantes, c'est un gaz. Mais ces molécules ne sont pas inertes. Elles contiennent une certaine quantité d'énergie qui les fait s'agiter. Et plus elles contiennent de l'énergie, plus elles s'agitent. Et c'est ça la chaleur, la quantité d'énergie contenue dans la matière. Elle va du zéro absolu, le 0 Kelvin, ou à peu près moins 273 degrés Celsius, à en fait beaucoup, au moins des millions de Kelvin. Et ces molécules qui s'agitent vont échanger de l'énergie avec leur environnement, soit en agissant sur les molécules proches, les percutant comme des boules de billard pour leur transmettre une partie de leur énergie, c'est ce qu'on appelle la transmission thermique par conduction, soit en émettant des particules contenant de l'énergie, car ces molécules tendent naturellement à réduire leur agitation en relâchant de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. On en connaît plusieurs applications, la lumière par exemple, un fil est chauffé par le flux des électrons qui, en rencontrant les molécules du métal, les agitent, donc augmentent leur énergie, donc leur chaleur, et ce matériau a la propriété de relâcher des particules visibles, les photons. Une autre application, le feu. On se chauffe en mettant ses mains vers les flammes, elles ne nous touchent pas, ce serait de la transmission thermique par conduction, et pourtant on se réchauffe les mains en recevant de l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge. C'est le rayonnement qu'on voit à la caméra thermique. Dans le premier cas, le rayonnement est majoritairement dans le domaine des longueurs d'onde visibles, et dans le second cas, le rayonnement du feu est en partie dans le domaine visible, oui, on s'éclaire avec du feu, mais aussi dans le domaine infrarouge. On ne le voit pas, mais on peut sentir son rayonnement sur nos mains. On commence donc à comprendre que la chaleur étant une transmission d'agitation, elle se propage toujours du plus chaud vers le plus froid, et que les caractéristiques moléculaires des matériaux vont avoir un impact sur son comportement face à la chaleur. Par exemple, pour une même densité, on pourrait avoir soit un matériau avec de grosses molécules mais peu nombreuses, soit un grand nombre de plus petites molécules. Le second propagera plus facilement la chaleur du fait d'un grand nombre de molécules et de masse faible, donc plus facile à agiter. Mais par contre, on ne peut rien en déduire de leur capacité à accumuler de la chaleur, car cela dépend essentiellement de la structure même de la matière. Donc pour s'y retrouver et comparer les matériaux entre eux, on a défini deux grandeurs, la conductivité thermique et la capacité thermique. La conductivité thermique, premièrement. En fait, c'est la capacité à transmettre de la chaleur. Elle se note lambda, s'exprime en watts par mètre Kelvin. Et plus la valeur est faible,
et moins la chaleur se transmet dans le matériau s'il y a une différence de température entre les deux faces. Voici les lambdas de différents matériaux usuels. Retenez juste que les isolants ont un lambda entre 0,022 et 0,06. Celui des fibres végétales, les isolants biosourcés, ont tous une valeur autour de 0,04. Et on voit bien ce qu'on savait déjà. Les métaux ont un énorme lambda, donc transmettent très facilement la chaleur. Ce n'est pas pour rien que vos poêles ou casseroles sont en métal. Et on constate aussi que le lambda du béton est plus de 10 fois supérieur à celui du bois. D'où un certain intérêt à la construction bois. Donc la conductivité thermique représente en fait les fuites de chaleur à travers un matériau. Mais cette grandeur ne suffit pas. En effet, un matériau va avoir une autre propriété très importante, sa capacité thermique, c'est-à-dire sa capacité à absorber une partie de la chaleur qui passe à travers lui, et donc à l'accumuler. Et cette propriété est primordiale. Si je reprends l'exemple de la cuisine, un matériau qui accumule la chaleur va beaucoup mieux saisir les aliments, car il se refroidira peu au contact des aliments plus froids qu'on va cuire. C'est le principe de la cuisson à la plancha, une plaque épaisse en métal chauffée longtemps. Mais revenons à la construction. On va d'abord regarder la capacité thermique massique. Elle se mesure en watts par kilo Kelvin. C'est l'énergie que 1 kg de matériau va stocker si on augmente sa température de 1 Kelvin. Quand on regarde les capacités thermiques massiques de différents matériaux, on constate qu'on peut les regrouper en grandes catégories. Entre 0,1 et 0,2, on va retrouver la plupart des métaux et des gaz. Vers 0,3, on trouve le béton, la pierre, les laines minérales et l'air. Et aux alentours de 0,45, la terre crue et tous les isolants biosourcés. Et enfin, tout en haut, l'eau, avec 1,16. L'eau est en effet le matériau avec la plus grande capacité thermique massique. Mais quand on conçoit des parois, on parle plus d'épaisseur de matériaux, donc de volume et non de poids. Il est donc beaucoup plus pertinent de comparer les capacités thermiques volumiques. C'est le produit de la capacité thermique massique par la densité du matériau. Et là, les résultats sont éclairants. Les laines minérales ont la capacité la plus basse, les isolants biosourcés ont les meilleures capacités des isolants, les bois et le parpaing ont des capacités du même ordre, et les matériaux à plus forte capacité thermique sont l'acier, le béton et la terre crue. Bon, et un record, l'eau, qui a la meilleure capacité thermique volumique de tous les matériaux. Ces deux caractéristiques, la conductivité thermique et la capacité thermique, sont des propriétés statiques d'un matériau. Comment il conduit et comment il stocke la chaleur. On dispose aussi de deux propriétés supplémentaires qui caractérisent leur comportement face à des variations de température, donc plus représentatifs de leur fonctionnement dynamique. C'est ce qu'on appelle la diffusivité et l'effusivité. Premièrement, la diffusivité donne l'aptitude d'un matériau à transmettre les variations de température. Elle caractérise en fait la rapidité de déplacement de la chaleur à l'intérieur de lui-même. Donc D, la diffusivité, est égale à lambda sur C. Il augmente donc avec la conductivité thermique, logique, et diminue avec la capacité thermique. Donc plus un matériau transmet la chaleur et a peu de capacité de stockage, plus il diffuse. Au contraire, plus il est isolant et plus il stocke la chaleur, plus il retarde la diffusion de la chaleur et amortit naturellement les variations de température. C'est ça qu'on appelle le déphasage thermique. On va donc s'appuyer sur la faible diffusivité pour apporter de l'inertie à des parois, c'est-à-dire retarder la transmission à travers elles des variations de température. Enfin, l'effusivité représente la capacité d'un matériau à échanger de l'énergie avec son environnement, c'est-à-dire à absorber ou restituer de l'énergie en cas de différence de température. Alors l'effusivité est égale à racine de D fois C, la capacité thermique. Donc une forte effusivité montre une absorption rapide en cas de hausse de température, mais aussi un relâchement rapide des calories en cas de baisse. Donc sans surprise, on trouve le métal, le béton et le verre en tête de l'effusivité. Le bois et les isolants étant les matériaux les moins effusifs. C'est ce qui explique qu'on réchauffe vite une maison avec des parements en bois,
car les murs et les sols absorbent peu les calories, et donc la chaleur apportée est majoritairement concentrée à réchauffer l'air. Et on comprend d'autant mieux la sensation d'inconfort à proximité de murs en béton massif, ou en pierre, ou en carrelage, ou alors à côté de grandes baies vitrées. Ils absorbent rapidement les calories à proximité et refroidissent donc l'air. Posez votre main sur un mur en pierre et posez-la ensuite sur un meuble en bois à proximité. Ils sont à la même température, mais l'un absorbera beaucoup plus vite votre chaleur, vous donnant ainsi une impression de froid. On peut le calculer rapidement. À l'équilibre, la température moyenne de contact de deux matériaux est la température des deux matériaux pondérée de leur effusivité. Donc si la main est à 33 degrés Celsius et le mur et le meuble à 20 degrés, l'effusivité du béton est environ de 2000, celle du bois de 400, celle de la peau de 1400. Donc avec le béton, on a une température ressentie de 25,3 degrés, alors qu'avec le bois, elle est de 30,1 degrés, soit assez proche de la température de la peau. Pour terminer, l'effusivité est en rapport avec le rayonnement électromagnétique. Donc un matériau fortement évusif rayonne beaucoup plus, donc sa température est perçue de plus loin. Donc en conclusion, on dispose de deux grandeurs physiques des matériaux, la conductivité et la capacité thermique, qui permettent d'en déduire deux caractéristiques dynamiques complémentaires, la diffusivité et l'effusivité. Ces grandeurs vont nous permettre de mieux appréhender comment vont s'opérer les transferts de la chaleur, son stockage et sa restitution. Elles sont donc essentielles dans la construction passive qui s'appuie justement sur ces caractéristiques pour apporter le confort recherché. En fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais matériaux. Il faut seulement les utiliser au bon endroit en profitant de leurs avantages. Dans la vidéo suivante, nous nous appuierons sur ces propriétés pour affiner une notion qui n'est pas très simple, qui est la notion d'inertie. Et comment on traite cette inertie dans des bâtiments à structure légère, comme les maisons à ossature bois par exemple.